Il y a quelques énergumènes mis en mission par le néocolonialisme français et qui ont une habitude de la vassalité, une habitude de la duplicité, une habitude de l'indignité, et qui ont reçu mission ces dernières semaines de se livrer à des attaques ad hominem contre votre serviteur. Alors, moi, les attaques ad hominem, en tant que je suis quelqu'un qui suis un intellectuel engagé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, je ne découvre pas cela, je ne suis pas un enfant de cœur. La plupart du temps, les seules attaques ad hominem qui m'intéressent sont celles qui sont posées par des hommes qui ont une certaine consistance politique, qui ont un certain poids politique ou un poids intellectuel. Ces attaques ad hominem, on doit y répondre parce qu'en y répondant, on contribue à renforcer le combat qu'on mène. Mais à la base, le véritable débat doit être un débat ad rem. Ad hominem, c'est attaque contre la personne, alors que ad rem, c'est une attaque à propos de l'objet. Res, en latin, signifie la chose. Rem, res, la chose. Le désaccord porte sur la chose. Moi, je me bats pour que les troupes néocolonialistes et impérialistes quittent le sol africain. C'est ça la chose sur laquelle je me bats. Moi, je me bats pour que la monnaie néocolonialiste de CFA soit abolie. Je me bats pour cela. Quand elle sera abolie, ce combat-là, je serai heureux de l'avoir mené avec mes contemporains et tous ceux qui nous ont précédés dans la résistance. Je me bats pour que les dirigeants africains soient choisis librement par les seuls souverains de l'Afrique, les peuples africains. Je me bats enfin pour la réhabilitation, la résurrection de la civilisation négro-africaine comme source, paradigme d'inspiration de nos institutions sur le sol africain. Voilà l'objet de mon combat. Voilà ce qu'on pourrait appeler la res politicus du docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. Je me bats pour ces choses-là, qui renvoient à un idéal, celui d'une vie digne, une vie prospère, une vie sensée sur la terre. Bon, il y a des gens qui, eux, ils se battent pour se débrouiller, pour avoir une carrière politique, qui se battent pour avoir une carrière financière, qui se battent pour avoir une visibilité, qui se battent peut-être même pour résoudre des complexes d'infériorité qu'ils ont en eux-mêmes. C'est à cette catégorie qu'appartiennent manifestement Oumar Mariko et un certain monsieur Nyeba sur les réseaux sociaux. Les deux individus se ressemblent sur plusieurs points. J'avais seulement en signalé 5. Le premier point, c'est l'inconstance et l'inconsistance de leur prise de position. Fait que leurs prises de position sont toujours des prises de position superficielles, artificielles. Elles ne sont pas suffisamment justifiées. Ce sont des prises de position qui se déroulent sur le terrain artificiel, en quelque sorte des circonstances, sont des individus circonstanciels. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui veulent profiter de toutes les occasions pour se faire voir. Ils ont un problème d'inconsistance personnelle. Comme ils n'ont pas d'intériorité riche, ils voltigent sur les occasions de se faire voir. Oumar Mariko est en exil ici en France depuis maintenant pratiquement 2 ans, si je ne m'abuse. Il s'est rendu compte que s'attaquer à moi, c'est avoir la possibilité que je parle de lui. Et que par conséquent, puisqu'il n'a pas ma visibilité, qu'on le voit à travers moi. C'est de cela qu'il s'est rendu compte. Et à la recherche de la lumière, il lui est arrivé de s'aventurer dans une émission dont j'ai vu l'extrait, de dire que moi, je fais du business politique. Moi, Franklin Nyamsi, je fais du business politique. Et pour cela, il donne un argument. Je fais du business politique parce que j'ai commencé par critiquer le président Assimi Goïta, le gouvernement, le régime au pouvoir au Mali. Et par la suite, je me suis rapproché de ce régime dont je suis devenu un grand défenseur. Ça, c'est l'argument d'Oumar Mariko. Et d'utiliser même dans l'audio que j'ai écouté une métaphore canine dans laquelle il me traite littéralement de chien. Puisqu'il dit que on m'aurait appelé en faisant comme on appelle un chien.
C'est comme cela que Oumar Mariko parle de moi. Alors, Oumar Mariko, moi je l'ai connu dans les années 90 en Côte d'Ivoire. Il était fraîchement sorti de ses fonctions, je pense, de dirigeant de l'association des élèves et étudiants du Mali. Je fais sa connaissance en 1995. Mariko vient rendre visite à une de mes sœurs, camarades de lutte, amie, Néné Fadimatou Ayatou, que nous appelons Winnie, qui vit toujours en Côte d'Ivoire. C'est chez elle que j'ai fait la connaissance d'Oumar Mariko. Quand il venait en Côte d'Ivoire, je crois qu'il achevait douloureusement, difficilement ses études de médecine, parce que ça a toujours été un étudiant très laborieux. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps à l'école, parce qu'il n'étudiait pas sérieusement. C'est vrai ce que je vous dis, hein, Oumar Mariko était un étudiant pénible, c'est un esprit lent. C'est quelqu'un qui a cru qu'il pouvait faire carrière par la politique. Donc il ne s'est pas appliqué. Il a été docteur, mais ça a été très laborieux. Tous ceux qui le connaissent savent que c'était pas facile. Son crâne a du mal à intégrer la connaissance, parce qu'il n'est pas patient, c'est un impatient. Vous savez, c'est quelqu'un qui est pressé de faire qu'on parle de lui. Mais quelqu'un qui est pressé de faire qu'on parle de lui ne peut pas prendre le temps d'apprendre. Non! Ça ne sont pas ses meilleurs compagnons, Mariko. Ses meilleurs compagnons sont les intrigues pour chercher la lumière. Moi, je l'ai connu comme ça. On s'est vu une ou deux fois et un certain contact est resté entre nous. Il se présentait comme un leader marxiste-léniniste, communiste. Il se présentait comme un leader révolutionnaire, radical. Il nous a parlé à l'époque de l'implantation de son parti, le SADI, et en tant que panafricaniste révolutionnaire de tradition, venu du bastion de l'Union des populations du Cameroun, tout naturellement, nous nous considérions comme des camarades. Je n'ai jamais plus revu Oumar Mariko. De mes yeux, je ne l'ai jamais plus revu. Après les années 90, nos vies se sont déployées chacune dans la direction qu'elle peut. Toutes les fois que je suis revenu au Mali même, à partir de 2011, 2012, 2013, je n'ai jamais rencontré Oumar Mariko. Mais nous avons gardé un certain contact épistolaire. Oumar Mariko dit que moi, je fais du business politique. À quel moment ai-je fait de la politique avec lui? Puisque je vous rencontre là des seules fois que j'ai rencontré ce monsieur, j'ai fait de la politique avec lui où? À quel moment ai-je acheté une idée politique, une option politique, ou à quel moment ai-je demandé une aide politique à Oumar Mariko? À aucun. C'est pour ça qu'il ne peut pas citer d'exemple. Par contre, Oumar Mariko m'a tanné le cuir, moi, Nyamsiwa Cameroun, pour que j'obtienne de l'aide de la part de mon leader en Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro pour lui. Je recommence. Oumar Mariko m'a cherché sur cette terre des hommes, comme on cherche la pluie au désert, pour que j'obtienne à tout prix un rendez-vous pour lui auprès du président Guillaume Soro, quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mariko m'a écrit sur tous les canaux possibles pour que je lui retrouve un rendez-vous avec Guillaume Soro, pour que Guillaume Soro l'aide. Donc, s'il y a quelqu'un qui a voulu être aidé, de nous deux, lui, Mariko et moi, par l'autre, c'est lui. C'est lui, Mariko. Et je tiens à le dire ici, c'est un homme indigne. Je ne lui ai jamais demandé de service politique. Jamais. Je ne le connais pas. En dehors de... C'est une ou deux fois que je l'ai aperçu. De passage chez ma sœur, camerounaise, Néné Fadimatou Ayatou, dite Winnie. Chez elle, à Abidjan. Je ne connais pas Mariko. J'ai fait business politique avec lui. Mais maintenant, parlons de cette vidéo qu'on fait circuler pour essayer de présenter cela comme une révolution. Elle date de 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour que je critique le régime du président Assimi Goïta? Alassane Dramane Ouattara avait demandé au régime du président Assimi Goïta, à l'époque c'est Bandao qui était influent,
à la tête de ce régime, Alassane Ouattara avait demandé qu'on arrête le réfugié, l'exilé politique, mon camarade, mon aîné bien-aimé Bensouk. Et en effet, le régime du Mali avait arrêté Bensouk. Et Bensouk courait le risque d'être rapatrié en Côte d'Ivoire où il allait trouver la mort. Parce qu'Alassane Ouattara lui en veut à mort. D'être resté fidèle au président Guillaume Kibafori Soro et d'avoir refusé la corruption, la trahison. Notre camarade Bensouk est l'une des personnes les plus détestées par Alassane Ouattara. Parce que, comme moi, nous avons refusé ses propositions de poste et ses propositions d'argent. On a dit à Ouattara, on n'en veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut participer à rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, à l'époque, le régime qui était au pouvoir, il y avait Bandao qui était président de la transition. Le président Assimi Goïta était vice-président. Il n'était pas le principal pouvoir. Alors, quand mon camarade est arrêté, je critique sur les réseaux sociaux le régime en leur expliquant que se rapprocher d'Alassane Draman Ouattara est suicidaire. Et qu'Alassane Draman Ouattara est chargé de les éliminer tous, sans exception. Et qu'ils finiront par savoir qui est Alassane Draman Ouattara s'ils ne nous écoutent pas. Nous, les compagnons du président Guillaume Soro. J'appelle à la libération de mon camarade Bensouk. C'est dans ce contexte que j'ai critiqué. Quand il y avait le rapprochement fort entre le régime Bandao, Assimi Goïta, le premier régime, et le régime ivoirien, je suis sorti pour critiquer. Mais dans cette affaire, qui a eu raison, qui a eu tort? Quand je disais au président Assimi Goïta, à l'époque où il offrait des dons à son aîné, qu'il croyait être son aîné Alassane Ouattara, comme des moutons. Je lui disais, attention, Alassane Ouattara, quand vous lui offrez des moutons, il vous compte parmi les moutons que vous lui offrez. Il compte vous égorger, vous-même. C'est un ingrat notoire, c'est ce que je disais. Alors, la question est la suivante. Est-ce que mes prédictions, à propos de ce que Ouattara voulait faire au président Goïta, est-ce que mes prédictions sont avérées, oui ou non? Ce que j'ai dit qu'Alassane Ouattara allait chercher à faire au Mali, là, est-ce que ça s'est passé? Eh bien oui, ça s'est passé. Alassane Draman Ouattara est derrière plusieurs tentatives d'élimination du président Assimi Goïta. Oui ou non? Je l'avais prévenu. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Et je le dis ici aux gens qui se promènent avec cette vidéo. Est-ce que vous savez que le président Goïta, c'est à cause de cette vidéo qu'il m'a reçu? Est-ce que vous savez que c'est à cause de cette vidéo que le président Goïta m'a reçu? Mais regardez à quel moment le président Goïta m'a reçu. Hein. Il a attendu de vérifier que Ouattara est vraiment mauvais. Quand il a vérifié que Ouattara est mauvais, il a dit, hey, mon frère, le professeur Franklin Nyamsi, a utilisé la manière forte pour me sauver la vie. Contrairement à ce que vous pensez, cette vidéo-là, elle ne va rien faire. J'ai rencontré le président Goïta après la vidéo et il savait. Et il savait que je lui avais dit qu'Alassane Ouattara chercherait à le tuer. Si le président Goïta m'a reçu, le président Goïta, c'est pas au palais, hein. Il m'a reçu à la maison. Je suis un enfant, un fils de la maison. Je suis un homme de la maison. Le président Goïta m'a reçu là où il dort. D'accord? C'est parce qu'il a vu que j'ai pris le risque de défendre sa vie. Au prix même de la mienne. Parce qu'il fallait avoir du courage. Quand on menaçait le Mali de coups et blessures pour se lever et dire attention, Alassane Draman Ouattara, là, il veut votre peau. Les néocolonialistes français qui sont derrière lui, lui ont donné une seule mission. Il s'agit de vous éliminer. C'est ce que j'ai dit. Et de faire très attention, de ne pas faire ami-ami avec les valets de la France-Afrique. Ils vont vous tuer. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez à quel moment mon camarade Bensouk a été libéré? Mon camarade Bensouk a été libéré lorsque le président Goïta a pu constater qu'Alassane Ouattara avait introduit un commando avec des faux passeports. Quand il s'est rendu compte que Alassane Ouattara était derrière les sanctions inhumaines de janvier, Bensouk a été libéré en janvier par là. Les sanctions inhumaines de la CEDEAO, télécommandées par Alassane Ouattara, elles sont tombées, bim. Le président Goïta a fait libérer mon camarade. Nous lui avions dit, Alassane Ouattara est derrière les sanctions de la CEDEAO.
Ce sont des sanctions inhumaines qui vont tomber sur vous. Ils veulent asphyxier le Mali. Ils veulent que vous n'ayez plus la capacité de payer les fonctionnaires et que la population sorte pour vous étriper. C'est ce que j'avais dit, non? Quand ça s'est accompli le 9 janvier 2022, parce qu'Alassane Ouattara les avait endormis, il mentait. Jeune frère, faites-moi confiance. Hein? Non, 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 je vais régler tout ça, vous aurez de quoi payer. Non, 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 faites-moi confiance. C'est ce qu'il leur disait. Hein? Septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, il les enfumait. Janvier, bim, Alassane Ouattara est dans le coup contre eux. Le 9 janvier, il est sur eux. Il fait organiser, sous les ordres de ses maîtres français, les sanctions illégales, criminelles, les sanctions illégitimes contre le Mali. Et c'est là que le président Assimi Goïta libère mon camarade Bensouk. Regardez la date de libération de Bensouk. C'est quand le président Assimi Goïta a vu tout ce que je lui avais dit. Tout ce que nous, les compagnons du président Guillaume Soro, lui avait dit là. Voilà, quand il a vu ça, il a dit je pouvais penser que les gens s'y parlent fort et parlent mal. Tout ce qu'ils m'ont dit de Ouattara est vrai. Alors, soyons sérieux. Vous savez, quand je suis venu au Mali, pour la première fois, rencontrer le président Goïta, mais en février, quand le Mali était interdit à tout le monde là sur la terre, les gens tremblaient à l'idée d'aller au Mali. Je me suis levé ici, je suis allé au Mali. Vous pensez que quand j'allais au Mali, je n'étais pas au courant qu'il avait regardé la vidéo dans laquelle je le critiquais? J'étais au courant. Mais maintenant, je savais qu'il avait compris le bien fondé et qu'il avait vérifié toutes mes prévisions. Tout ce que je lui avais dit, que Ouattara allait lui faire, Ouattara lui a fait. Donc, quand nous nous sommes vus, c'était des frères rassemblés, réconciliés, unis par la vérité. C'est la vérité qui nous unit. Moi, le président Goïta et ses compagnons, nous sommes unis par le fait que nous partageons la même vérité sur la situation de notre continent. Vous comprenez? Et c'est pour cela que j'ai fondé, avec l'autorisation du président Assimi Goïta, parce que c'est lui qui a autorisé, il est l'autorité suprême de l'exécutif, l'Institut de l'Afrique des libertés. Et il est basé à Bamako. C'est une association légale de droit malien. Donc, je ne sais pas ce que vous croyez obtenir avec cette vidéo. Nous, on s'est rassemblés après la vidéo. Ce n'est pas avant. Le président Goïta savait tout ce que vous utilisez, vous vous promenez avec ça. Oh, regardez comment il a critiqué le président Goïta. Et le président Goïta ne m'a pas acheté. Le président Goïta ne m'a pas acheté. Il ne m'a pas donné de l'argent pour le défendre. Il ne m'a pas acheté. Quand je suis allé le voir chez lui, je ne suis pas allé prendre de l'argent. Je ne lui ai pas demandé de l'argent. C'est la vérité. On n'achète pas une conscience. On mène ensemble un combat. On mène un combat pour la civilisation africaine. Il fallait se lever ici en France et entrer au Mali quand il n'y avait pas de vol direct. Il fallait se lever, prendre le courage d'aller visiter le Mali, d'aller soutenir le Mali, quand le Mali était décrété zone interdite. Il fallait se lever. Souvenez-vous, hein, février 2022, qui pouvait se lever ici et dire je m'en vais au Mali? Et après il revient en France. Vous savez tout ce qui m'est arrivé en raison de ce courage, de la vérité et de la justice pour mon peuple africain. Mes ennuis, ils viennent du fait que je soutiens la vérité et la justice pour l'Afrique. Je n'aurais pas les ennuis que j'ai aujourd'hui si j'avais abandonné l'Afrique et si je vivais lâchement ma petite vie de professeur de province, d'intellectuel africain coupé des réalités, de sa communauté historique et de ses devoirs transcendantaux. D'accord? Donc, je voudrais dire à tous ceux qui mènent cette cabale, et c'est la situation de Mariko ou de ce fameux Nyeba, la vidéo là, elle prouve rien, elle ne va rien faire. Hein? Puisque je suis allé au Mali après la vidéo, et après que le président l'ait vu. Et on n'a même pas passé du temps dessus, puisque l'essentiel de ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est avéré. Le président m'a félicité. Il m'a dit bravo. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes un homme courageux.
c'est-à-dire qui, quand il connaît la vérité, peut la dire. Dût-il pour cela risquer sa vie? Nous, nous sommes ici, nous ne provoquons personne, nous réagissons et nous anticipons sur nos ennemis. Le président m'a encouragé, félicité, salué, m'a dit son admiration. Comprenez? Mais il avait regardé la vidéo. Hein? Donc vous pouvez vous promener avec ça, vous pouvez même faire des montages, vous pouvez même ajouter des phrases que vous voulez. Nous, on s'en fout de ça. À Bamako, on s'en fout. Où est-ce que j'ai passé mes dernières vacances? Vous m'avez pas vu là-bas? J'ai passé 1 mois au Mali. Quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui n'a pas confiance dans un pays, là, qui n'a pas confiance en des dirigeants, et ça va passer 1 mois de vacances dans un pays, avec sa famille, avec toute sa famille. Vous avez vu ça où? Donc vous pouvez continuer à vous exciter. Alors je reviens à la liste des qualités de ces individus. Ils sont superficiels. Ils essayent de, croient-ils, diviser eh bien, l'Union panafricaniste continentale et mondiale. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent. Parce que c'est ce que leurs maîtres leur ont demandé. Ils ont un troisième problème. Ils sont vieux. Ce sont des jaloux. Le petit individu de Nyeba qui est aux États-Unis a un problème. C'est que, en fait, ces émissions sont des somnifères. C'est quelqu'un qui, en réalité, ne maîtrise ni les éléments de base de l'art oratoire, ni les fondements de la dialectique, de la rhétorique et de la logique. C'est un individu complètement creux, à la bouche aussi pâteuse que la pensée l'est. Et quant à Oumar Mariko, c'est un spécialiste des précipités mentaux. C'est l'individu des raccourcis. Bon, Mariko possède une dictée idéologique dans sa tête, un ensemble de phrases qu'il répète dans toutes les circonstances. Hein? Mariko, c'est un automate idéologique. Et maintenant qu'il est devenu un serviteur du néocolonialisme français, il a du mal à faire tourner sa vieille retournelle marxiste-léniniste, communiste, qu'il utilisait facilement dans sa jeunesse. Maintenant, ce qu'il fait tourner, c'est sa boîte à aigreur. Tout dans Mariko pue l'aigreur. Il y a une tristesse d'exister dans le personnage qui fait qu'on se demande même si on peut rire avec lui pendant 1 minute. Il est incapable d'avoir de l'humour, Mariko. Même dans sa manière de faire une blague, il est blessant. C'est un personnage qui est difficilement buvable. Il n'est pas un homme de bonne compagnie. Parce que de toutes les façons, son objectif, c'est d'avoir raison. Mais avoir raison, ça ne veut pas dire être dans la raison. On peut avoir raison et être dans le faux. Si on entend par avoir raison, le fait d'imposer son point de vue aux autres et de ne même pas laisser les autres s'exprimer. Lui, Mariko, il a raison partout parce qu'il n'écoute personne. Il s'écoute. Il s'écoute dans ces phrases décousues, un peu comme ce Nyeba. Ce sont des individus vraiment, sont des individus qui, dépourvus d'intériorité, voltigent à la recherche des apparences. Bon, ils ont une troisième caractéristique. Ils sont au service de tout ce qu'il y a de plus réactionnaire, de plus arriéré sur le continent africain aujourd'hui. Nyeba, tantôt, se positionne en opposant d'Alassane Dramane Ouattara, et paf, on le retrouve avec Tidiane Thiam, qui se prépare à passer une alliance politique de gouvernement avec Ouattara. Mais ce même Nyeba-là, moi, je n'ai jamais cherché à lui parler. C'est lui qui a commencé à me chercher il y a 2 ou 3 ans sur la plateforme WhatsApp, en m'envoyant des messages où il m'appelle frère, comme si lui et moi, on s'était promenés ensemble quelque part. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Nyeba et moi n'avons pas lu les mêmes livres. Et il ne lit pas. C'est un individu passablement inculte. Un technocrate de foi. Alors, je me demande comment il réussit même à retenir pendant 30 minutes des gens dans ces semblants d'émissions. Il vient colporter essentiellement des ragots. Il n'y a pas chez lui une pensée. Et il lui faut vendre à tout prix la haine que ses patrons lui ont demandé de vendre. 4e propriété de ces individus. Et cette propriété est bien sûr encore un défaut rédhibitoire. Mais écoutez, ils n'ont pas de limite.
dans le mensonge. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils disent des choses qu'ils n'accompagnent jamais de preuves. J'ai vu quelques-unes des choses que ce Nyeba affirme sur moi, il n'en prouve aucune. Tantôt je suis professeur, tantôt je ne le suis pas. Tantôt je suis docteur, tantôt je ne le suis pas. Tantôt j'ai étudié en Côte d'Ivoire, tantôt je n'ai pas étudié en Côte d'Ivoire. Tantôt j'ai enseigné en Côte d'Ivoire, tantôt je n'ai pas enseigné. Ah, tantôt j'ai enseigné au Mali, tantôt je n'ai pas enseigné. Tantôt... Si vous prenez toutes ces émissions sur moi, il dit sur moi une chose et son contraire. Ça dépend de la manière dont il a bu son café américain. Il est complètement comme ça dans le coq à l'âne. Ce sont des menteurs. Marico se promène à Paris, il passe pour un opposant. Il n'est pas opposant. C'est un renégat au service de la France-Afrique. C'est un renégat au service de la France-Afrique. Je suis ici en France. Moi, je combats la France-Afrique. Marico est ici en France et il est protégé par la France-Afrique. Il tourne là, entre Paris, Abidjan, machin, auprès de ceux-là même qui veulent absolument maintenir le néocolonialisme français en vie en Afrique. De quoi il peut parler à quelqu'un? Au Mali, on ne le calcule pas. Moi, quand j'allais au Mali, pendant les 10 premières années de mes séjours au Mali, parce que les gens, je le dis souvent aux gens, j'ai commencé à venir au Mali régulièrement à partir de 2012. À l'université catholique. Je restais 1 mois par an au Mali. J'ai fondé avec plusieurs collègues maliens le département de philosophie de l'université catholique. L'actuel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, est un collègue à moi. Il vous dira, si vous lui demandez, ma contribution à la formation des jeunes philosophes de l'université catholique du Mali. Donc je venais là, mais je n'ai jamais cherché à voir Marico. Pourquoi je n'ai jamais cherché à le voir? Mais parce que je savais a priori que ce n'est pas quelqu'un d'utile. Au sens non seulement de la vie de l'esprit, mais même au sens de la vie sociale. Il y a des gens qui, par leur comportement, par leurs attitudes, vous indiquent déjà qu'il ne faut pas chercher à entrer en contact avec eux. Quand vous voyez chez quelqu'un des tendances à la jalousie, à la mesquinerie, des tendances à porter des coups bas, des tendances à l'envie, du mieux que vous pouvez, éloignez-le de votre cercle privé. N'en faites pas un ami proche, parce que la trahison sera violente. Les meilleures trahisons sont celles d'amis qui vous cachent leur jalousie, de faux amis qui vous cachent leur jalousie, et réussissent à singer pendant longtemps le désintéressement. Ceux-là, quand ils vous trahissent, ça fait mal, parce que vous ne les avez pas vus venir. Mais un type comme Marico, un type comme Nyeba, vous voyez tout de suite qu'ils sont des petits jaloux, des aigris. Vous voyez très bien que ce sont des gens qui n'apprécient pas le simple fait d'exister, qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont de respirer et d'avoir la forme humaine. Ils ne savent même pas contempler les beautés profondes de la nature qui les entoure. Ils ne savent même pas remercier le Tout-Puissant, l'être des êtres, de leur accorder d'être. Parce que cela déjà devrait satisfaire pleinement l'esprit d'un homme, de savoir que l'être suprême, le maître de toutes nos vies, a voulu que nous soyons, que nous aussi participions à l'aventure de la création. Rien que méditer sur cette idée, dans une journée humaine, c'est quelque chose qui vous remplit de joie et de reconnaissance. Et c'est pour cela que les religions demandent aux gens de prier régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'êtres humains qui puissent se maintenir dans cette dimension méditative, cette dimension de reconnaissance. En fait, on nous demande de prier régulièrement parce qu'un homme normalement constitué doit être en prière permanente. Il doit être dans un état de grâce permanente, de reconnaissance, de remerciement permanent. Mais quand vous regardez ces individus-là, quand vous sentez que chez quelqu'un, il n'y a même pas cette dimension de la grâce, de la reconnaissance, de l'humilité envers la vie, que la personne est constamment en train de chercher des occasions pour pourrir la vie des autres et ravir ce qui n'est pas à elle. Évitez cette personne. Donc, ce Marico, ce Nyeba, il a cherché à me parler sur WhatsApp. Plusieurs fois, il m'a envoyé, à l'époque où il essayait de se positionner comme un opposant radical à Ouattara, après avoir été un partisan radical de Ouattara, il m'a envoyé ses vidéos sur WhatsApp. Et je n'ai presque jamais réagi à ces histoires. Peut-être qu'il m'est arrivé d'accuser réception en mettant un pouce.
Mais parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de reptilien dans le personnage. Qu'il y avait quelque chose de malsain. Qu'il y avait quelque chose de malsain. Et cette chose-là, je l'ai perçue dans Mariko dès la première rencontre à Abidjan. Moi, Dieu, la nature m'ont donné ce don. Je vous vois une fois. Et je sais si je ne dois plus jamais vous revoir. Je vous vois une fois comme ça. Et je sais si je ne dois plus jamais vous revoir. Si je ne dois jamais vous laisser entrer dans mon périmètre privé. Une fois. Je n'ai pas besoin de vous voir deux fois. Une fois. Je vous rencontre, c'est fait. Quand tous mes paramètres intuitifs sont au rouge, déjà je suis sur la retenue, la prudence. Je vous mets sous observatoire. Je vous mets sous observatoire. Et ces gens-là, très rapidement, ils m'ont montré ça. Donc, Niéba, je ne le connais pas du tout. Il ne peut revendiquer. Je n'ai jamais, de près ou de loin, participé à quoi que ce soit qui lui permette. Et donc, ce qu'il peut raconter sur moi, il le tient de qui? Il faudrait qu'il fasse un effort de travailler scientifiquement sur les idées et les actes de M. Franklin Nyamsi. Parce que j'ai des idées et j'ai des actes. Vous pouvez juger sur les idées et les actes, si vous voulez. C'est votre droit. Mais donc, ils essaient de revendiquer une proximité qu'ils n'ont pas. Moi, c'est ce qui me chagrine, ce ces gens-là, qui mènent un peu la petite cabale contre moi dans les réseaux sociaux. Ils essayent de dire qu'ils me connaissent quelque part. Ils ne me connaissent nulle part. J'en ai vu un qui doit manger sans doute les sous de la tiamerie là-bas, en prétendant que lui et moi, on a été camarades au département de philo. Où ça? Jamais. Jamais. Je connais la liste de ceux qui peuvent dire qu'ils étaient mes camarades quand j'étais au département de philo. Je vous l'ai souvent donné. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui au-delà des 5 doigts de la main, il n'y a pas plus de 5. Qui pouvaient dire qu'ils étaient mes camarades, c'est-à-dire ceux avec qui je marche. Les autres là, tu es mon camarade comment? Tu es étudiant en 2e année, en 3e année, ou en maîtrise même là, en 95, on était au moins, je ne sais pas, 200, 300 dans la classe. Tu me connais où? Tu me vois là pour la première fois. Tu me vois, on se voit 2 fois par semaine pendant les séminaires. Est-ce que dans une classe de 200, 300, est-ce qu'on devient l'ami de tout le monde? Moi, je suis poli, gentil avec tout le monde, mais je ne marche pas avec tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec des critères de type économique, etc. Quand je ne te sens pas, je ne marche pas avec toi. Je ne vais pas chez toi, tu ne viens pas chez moi. On peut être poli, se saluer en route, etc. C'est ça la vie. On ne peut pas être ami de proximité de tout le monde. Donc, parce qu'un gars était à la fac, il était en licence, quand tu étais en maîtrise, ou il était assis au fond de l'amphi là-bas, il te voyait passer et dit que tu es son camarade. Où? Le camarade, c'est celui avec qui on va partager des choses de proximité, on va faire des devoirs ensemble, lire des ouvrages ensemble, discuter d'une discipline ensemble. On va se rendre visite. Voilà. Donc, je tenais à vous dire vraiment, ne vous laissez ni de près ni de loin, impressionnés par ces hurluberlus de Mariko et de Niéba. Ils essaient d'accomplir du mieux qu'ils peuvent leur mission. Ce sont en fait des manchots qui essaient de prendre leur courage à deux mains. Et qu'ils ne vous perdent pas plus de temps que cela. Je tenais à vous dire que je suis au courant de ce qu'ils disent. Et puis, honnêtement, je m'en fous. Moi, j'ai des problèmes avec les patrons de leurs patrons. Chacun a ses problèmes à son niveau. Voilà les nouvelles, mes chers amis. Voilà les nouvelles. Hein? Nous, on a les problèmes. On a les problèmes avec le patron, le chameau. Hein? Le chameau. Hein? Le grand dictateur du Cameroun. Hein? Quand il est un peu réveillé, il écoute mes directs. On dit que parfois, il risque de mourir de rire. Ah, mais il m'imite bien quand même. Ce voyou-là. Voilà, on a des problèmes avec des gens comme ça. Niéba. Mariko, pardon, Sabari. Laissez-les dans leur gloglo. Laissez-les dans leur caniveau. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.